Mon manga préféré de tous les temps, c'est Naruto. Pour la simple et bonne raison que quand il est arrivé, il a mis une claque à tous les autres en termes de combat. Je l'ai donc mis à la deuxième place dans mon top all-time de tous les mangas, tu vois. Dragon Ball Z, Dragon Ball même dans sa globalité, est le tout premier manga que j'ai vu de ma vie. Je l'ai donc mis en première position dans mon classement des meilleurs mangas all-time. Hunter x Hunter n'est même pas dans mon top 5. Mais pourtant, si je prends la peine de te raconter ma life comme si t'étais mon pote et que je connaissais ta daronne, c'est parce que ce shonen a mis une vitesse à tous les êtres humains ayant un jour essayé de faire un manga shonen neketsu. Genre, j'exagère même pas en fait. Pour faire simple, là où tous les autres mangas effleurent les concepts et clichés du genre, les simplifiant à l'extrême, tout en les saupoudrant d'humour bon enfant, Hunter x Hunter leur donne un ton grave et une logique tellement rationnelle que tous les autres en fait, ils passent pour des histoires pour enfants. Pour retour sur la chaîne de Geeking mon ref. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Hunter x Hunter est objectivement le meilleur manga shonen de tous les temps. J'ai bien dit objectivement. Alors prends-toi à bouffer, à boire, mets-toi bien, mais surtout lâche un like, ou sinon Biscuit viendra balayer ta grand-mère. Bon, pour bien faire les choses, on va d'abord parler de l'univers dans son ensemble. Celui qui se découvre à nous petit à petit au fur et à mesure que les aventures s'enchaînent, c'est cet univers, à la fois mystérieux et dangereux. Là où un One Piece nous fait implicitement comprendre que les pirates et la marine s'affrontent pour le contrôle de l'univers, dans Hunter x Hunter, on nous explique que même une race de fourmis peut réduire l'humanité et l'association des Hunters par la même occasion en un mois. Ce monde est brutal mais juste, sans tout autant être manichéen. Il n'y a pas de boule de cristal qui te permette de ressusciter, mais si on te coupe un bras et que tu te donnes la peine de chercher, tu peux tomber sur une personne qui a des capacités appropriées. Et si en plus de ça tu arrives à la convaincre, tu peux retrouver ton bras. Ici pas de démons renards, mais des renards qui prennent l'apparence d'hommes. Et je trouve ce parallèle très intéressant, dans le sens où Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter, utilise le réel, mais le complexifie au maximum, là où d'autres auteurs s'inspirent principalement d'œuvres mythologiques, avec déjà des histoires surnaturelles tout simplement. Lui, il prend un concept bien réel, du monde réel, et il le complexifie au possible. C'est par exemple le cas de la fameuse partie de handball qui a eu lieu pendant l'Arc Grid Island, partie durant laquelle c'était plus un combat à mort avec une balle qu'un réel jeu d'équipe en fait. C'est à ce point-là que Togashi est perfectionniste. Et ça se ressent même avec la carte de l'univers de Hunter x Hunter. À la base, quand on apprend au début à quoi ressemble la carte du monde, on suppose en tout cas qu'il s'agit d'une modification de nos continents à nous dans le monde réel. Puis, au fur et à mesure que l'œuvre avance, on comprend qu'en fait ces continents ne sont que quelques petites îles qui se battent entre elles au milieu d'un gigantesque océan, autour duquel gravite encore un autre continent bien plus dangereux et bien plus grand en fait. Alors, petite question. Selon vous les gars, quel est le point commun entre Game of Thrones, Hunter x Hunter et Star Wars? C'est simple, c'est toutes les trois des œuvres qui sont tellement bien écrites que tu as envie d'en savoir plus sur la plupart des personnages qui te sont présentés. Et ça, c'est le cas pour même les méchants. Dans Hunter x Hunter, les personnages les plus intéressants ne sont parfois que de passage. Je pense par exemple à la meuf qui a empêché Gon et les autres de ramener Killua de sa maison familiale. Je pense par exemple au koala de l'arc Chimera Hunt ou à Werfin par exemple. Je pense aussi au tueur au ciseau de Grid Island. Tous ces personnages en fait ne sont que de passage. Et même si le héros, par sa qualité de héros, les
bouleverse par sa simple présence et sa manière de penser. Ces personnages-là, en fait, tu sais qu'ils avaient une vie avant et ils auront une vie après le passage de nos héros. Tu sens que le monde est vivant, en fait, et que nos héros, en fait, c'est juste un zoom sur un aspect de cette histoire globale qui s'écrit, en fait. C'est juste le point pour moi le plus important pour une œuvre, le personnage. Ensuite, on n'en a pas tant parlé que ça, mais Gon, le héros de l'œuvre, est... Comment dire ça ? Tous les autres personnages ont l'air d'évoluer dans un sens, ils changent, ils s'améliorent, ils régressent, mais Gon, en fait, c'est la seule constante à l'œuvre. Je disais au début que le monde fait sa loi, celui qui ne la respectera jamais, c'est Gon. Il est déterminé, pas très malin, très instinctif, il attire les autres, en fait. Mais là où Gon se distingue, c'est que t'as presque l'impression de faire face à une bête, en fait. Il a ce côté instinctif. Il est plus du genre à sentir l'odeur d'un ennemi qui approche plutôt que de deviner qu'il allait l'attaquer, tu vois. C'est l'instinct, c'est vraiment ça chez lui. L'instinct. Mais par contre, il a un côté un peu suicidaire, dans le sens où, quand tu le pousses dans ses retranchements, il est capable de se mettre lui-même en danger. Comparé à un Naruto qui a plus on va dire une personnalité qui rassemble, qui inspire, Gon, lui, si tu le cherches, il va venir tout seul pour ne pas impliquer ses amis ni les mettre en danger. C'est ça, Gon. Et là où Togashi a été fort, c'est qu'il lui a donné un meilleur ami qui, lui, fonctionne au contrôle. Là où Gon est instinctif, Killua, lui, est plus dans la réflexion, dans la maîtrise. Il connaît ses limites et même s'il finira par apprendre à les dépasser, il essaie de rester toujours logique et cohérent dans ses actions. Donc les deux constituent un duo vraiment très efficace, comme nous le rappelle Biscuit. Ensuite, le troisième héros principal de l'œuvre, on va dire, c'est Kurapika. Lui, en fait, c'est un mélange particulier entre le garde du corps dévoué et le vengeur. D'un côté, il a ce besoin de rétablir l'honneur de sa famille en récupérant tous les yeux de ceux-ci, et de l'autre, il réalise ses missions en étant garde du corps, ce qui veut dire que la plupart du temps, il doit hésiter entre suivre son objectif de récupérer les yeux de sa famille et protéger les plus faibles, en fait. Et pour cette raison, en fait, je pense sincèrement qu'avant la fin de l'œuvre, il va mourir. Pour moi, c'est évident. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est le seul développement qui serait logique pour lui, en fait. Il est trop à fond. Du côté des méchants aussi, on est plutôt gâté. Déjà, on peut penser à l'Akatsuki Like, on va dire, le groupe de grands méchants, à savoir la Brigade Fantôme. Alors, ce qui est marrant avec eux, c'est que certes, ils ont des actions répréhensibles, ils font des attentats, ils tuent des gens sans se soucier des conséquences. Mais quand tu comprends qui ils sont, en fait, tu réalises que c'est plus des anti-héros un peu extrêmes. C'est plus des Robin des Bois qui tuent les pauvres, les riches pour protéger les pauvres. C'est ça la Brigade Fantôme. Et leur chef, Kurololo Lucifer, en est l'exemple parfait. Il a certes une aura, une classe tout simplement qui émane de lui, comme un Freezer ou un Cell par exemple, mais ses actions ne sont jamais purement mauvaises. C'est toujours motivé par un objectif précis. D'ailleurs, la seule raison qui fait qu'on les considère comme les grands méchants de l'anime, c'est surtout parce que leurs objectifs s'opposent à ceux du héros. Sinon eux, la Brigade Fantôme, leurs ennemis à eux, c'est pas Gon et Killua, mais c'est la mafia. En plus de ça, on a pour moi le meilleur antagoniste de l'œuvre. Je pense pas qu'il y ait de surprise. Je pense qu'on est tous d'accord. Meruem, le roi des Chimera Ants, est le meilleur antagoniste de l'œuvre. Déjà,
Ce qui est marrant avec lui, en fait, c'est qu'il n'a jamais réellement été mauvais. Mais il a été considéré comme tel tout au long de sa naissance, représentait une grande menace. À cause de son espèce, de sa capacité à évoluer, de sa volonté de dominer en tant qu'espèce. Mais lui, en fait, en tant qu'individu, il n'a fait que réagir à ses attentes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il est né? Il s'est simplement contenté d'être le roi qu'on attendait de lui. La première chose qu'il a fait, c'est mettre un coup de pression à tout le monde pour leur bien faire comprendre que c'est lui le roi et surtout qu'il ne fallait absolument pas le contrarier. Ça, c'était son premier état d'esprit. Je suis le roi, j'ai une mission. Suivez-moi ou mourrez. Cependant, cela n'a pas empêché le fait qu'il était conscient de ses faiblesses. Parce qu'il venait juste de naître, il n'avait pas assez de savoir. Du coup, il décida d'affronter des experts dans des jeux de stratégie, afin d'alimenter sa réflexion, d'acquérir des compétences de stratège évidemment. En affrontant la plupart de ses opposants, il n'éprouvait que du mépris pour ceux-ci. C'est lorsqu'il affronta Komugi, la jauge de Gungi, qu'un changement s'opère en lui. Au début, il n'éprouvait que du mépris pour celle-ci, car on parle d'une jeune fille aveugle, pauvre, qui a le nez qui coule constamment. Donc pas vraiment la championne qu'on se dépeint tous d'un jeu de stratégie qui plus est. Mais au fur et à mesure qu'il l'affronta, d'ailleurs il ne réussit à la vaincre à aucun moment, il réalisa que malgré son apparence faible, elle avait une certaine valeur. Et ce point de vue qu'il adopta sur elle lui permit de remettre en perspective tous les autres êtres humains qu'il avait autour de lui. Car lui qui à la base les évaluait par rapport à la puissance, à leur force, il réalisa que les humains pouvaient être bien plus que ça. Mais surtout, il réalisa qu'ils peuvent évoluer. Il en eut d'ailleurs la preuve en jouant avec Komugi qui, malgré sa cécité, s'éveilla au nen d'une certaine manière, même si je ne crois pas que ça ait été explicitement dit dans le manga. C'est à partir de ces sentiments qu'il ressent pour elle que naquit chez lui de la compassion. Mais malheureusement, c'est cette même compassion qui le fera succomber. Le problème, c'est que il représente une menace pour l'humanité. On enverra donc le meilleur hunter, à savoir Isaac Netero, pour régler la menace qu'il représente. Et là où Meruem fit une erreur, c'est de sous-estimer à quel point les hommes pouvaient faire preuve de malice. Mais le véritable tour de maître que réussit Togashi dans cet arc, d'un côté t'as Meruem qui devient plus humain, et de l'autre t'as Gon qui succombe à ses instincts primaires en fait. C'est vraiment un parallèle, vraiment nice. J'ai l'impression que je vais que dire parallèle en fait. Bon, on a assez parlé de l'œuvre, parlons un peu de l'artiste. Déjà, à 21 ans à peine, Togashi a réalisé son premier manga notable, à savoir Butobi Straight. Grâce à ce dernier, il remporta le 34e prix Tezuka. Ça lui a permis évidemment d'intégrer le Weekly Shonen Jump. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, il commença d'abord par faire des histoires courtes. Il enchaîna avec, en 89, sa première histoire, sa première série en fait, qui fut en 4 tomes. On va évidemment pas rentrer dans le détail, mais parmi toutes les œuvres de sa biographie, il y en a deux que je trouve particulièrement intéressants et qui expriment. Il s'agit de tout d'abord Yu Yu Hakusho, sa deuxième grande série, qui est surtout son premier grand succès. À l'international, j'entends. C'est un shonen qui nous raconte l'histoire d'un, on va dire, une petite cracaille au bon cœur. Mais c'est saupoudré de surnaturel, dirons-nous. Ce succès lui permit de s'affirmer comme l'un des piliers du Shonen Jump de cette époque. Mais ça lui a aussi forcé à affronter ce que ça sous-entendait, à savoir répondre à la pression et surtout voir son œuvre être transformée en bien commercial en fait. Sa réponse face à cet ultimatum, clairement, ça a été de mettre fin à son œuvre de façon prématurée, et ça après 19 tomes. Pour moi, c'est un marqueur de ok, je ne veux pas faire juste des mangas pour m'enrichir, je veux faire quelque chose qui touche les gens. Et donc c'était sa manière à lui de faire face au Shonen Jump.
Donc ça, c'est la première œuvre qui m'a marqué dans ce sens-là. Mais la deuxième œuvre qui m'a confirmé dans cette idée, c'est Level E, le manga qu'il a fait à la suite de Yu Yu Hakusho. Ce manga-là, il a réalisé sans l'aide d'aucun assistant. Il a fait tout seul. Et même si j'imagine qu'il a douillé niveau santé, ça a été sa manière à lui de faire comprendre à la Shueisha et à toute l'équipe que je suis un artiste, je peux vous apporter quelque chose de différent des autres, vous avez juste à me donner du temps. Ne considérez pas mon œuvre comme un bien commercial, mais comme une œuvre d'art. Et une fois que la Shueisha, enfin je dis la Shueisha, mais c'est le Shonen Jump, tout ça, une fois qu'ils ont compris que c'était ce genre d'auteur, ils lui ont donné les totales libertés dont il avait besoin. Tout le temps que je t'ai parlé depuis tout à l'heure, je t'ai même pas parlé du pouvoir principal de l'œuvre. Et je vais pas le faire parce que déjà la flemme. Ensuite, j'ai pas tout compris. Mais ça, tu vois, c'est à quel point l'œuvre est complexe. Il y a très peu de mangas où tu lis une première fois, tu comprends les idées générales, mais tu as besoin de le relire pour comprendre le contexte. C'est à quel point ce manga est complexe. Et je te parle même pas de point de vue philosophique ou d'éventuelles leçons que tu pourras en tirer. Non, non. Je te parle juste de comprendre comment le monde fonctionne. Quelles sont les règles, les tenants, les aboutissants. Si tu ajoutes à cela que Togashi use des clichés à la perfection, en les brisant, en les appliquant de manière originale tout simplement, et que tu penses en plus au fait que l'humour n'est pas tout le temps un humour de gamin en fait, il vous faut quoi les gars pour voter pour le meilleur shonen de tous les temps? What else? Et cela est possible parce que Togashi, son auteur, ne respecte pas un cahier des charges du manga à succès. Il respecte ses fans. La seule chose qu'il vous demande en retour,